Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler. En fait, c'est un nouveau format. Aujourd'hui, en fait, je vais parler de cas cliniques, mais de manière un petit peu plus poussée, on va dire. C'est des cas cliniques pour le premier, par exemple, j'ai déjà présenté sur Instagram, j'ai déjà mentionné aussi en fin d'autres vidéos. Mais bon, là, je voulais faire des vidéos où je mettais vraiment le focus dessus. Avant de commencer, j'avais deux, trois petites choses à vous dire, comme d'habitude. Alors, vous pouvez venir me suivre sur Instagram, vous avez mon nom qui est ici. Ensuite, deuxième chose, pour les personnes qui s'abonnent qui ont l'abonnement premium sur YouTube pour avoir l'accès au PDF et au groupe WhatsApp, envoyez-moi un message sur Instagram pour que je puisse vous inclure soit dans le groupe WhatsApp ou au moins vous envoyer les PDF, ok? Parce que des fois vous abonnez, mais en fait vous ne me contactez pas ensuite, donc je peux pas vous retrouver pour vous envoyer les PDF. Je mets régulièrement des posts que vous pouvez voir vous, les abonnés premium, que vous, mais des fois j'ai pas de réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, c'est la marche à suivre. Et il y a aussi des personnes qui veulent les PDF et qui veulent pas s'abonner. Donc ça je comprends, mais dans ce cas-là, je vous les vends à l'unité et forcément le prix sera plus élevé que pour ceux qui sont abonnés parce que le but c'est d'avantager vraiment ceux qui soutiennent mon travail. Et voilà, et donc c'est les abonnés premium, en gros, ceux qui payent pour avoir le contenu sont avantagés par rapport aux autres, c'est normal. Ok, mais je peux vous les vendre, mais donc le prix sera moins intéressant que si vous êtes abonné. Voilà. Normalement, j'ai tout dit. Au pire, si j'ai oublié des choses, je reviendrai dessus en fin de vidéo. Euh, la vidéo, normalement, elle devrait pas être très longue. Je pense qu'une demi-heure, peut-être même moins, ça devrait être réglé. Ok. Euh, donc on va commencer. Premier cas, c'est une patiente, c'est une femme de 30 ans. Alors là, je prends une femme, mais je dis à chaque fois ça, cette personne-là, euh, ça m'a marqué parce que en fait, c'est un cas que je retrouve très, 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 très souvent, en fait. Que ce soit avec les patients que j'ai en ligne, que ce soit au cabinet, c'est quelque chose que je retrouve hyper souvent, ok? Donc en fait, c'est une femme de 30 ans qui vient pour un mal de dos qui dure depuis pas mal de temps, plusieurs années, avec des hauts, des bas, des moments où il y a moins de douleur, des moments où la douleur revient. Je vous spoil l'examen clinique, il n'y a rien en termes de drapeau rouge, ok? Pas de neuro, pas de vascu, pas de problème inflammatoire, niveau de vigilance très faible, ok? Pratiquante de musculation, elle a des douleurs pendant la séance, mais surtout le lendemain, en fait c'est là où elle sent le plus ses douleurs, et en fait c'est empiré si les séances, elles s'enchaînent, ok? Donc si elle fait une séance, deux trois jours de repos ça va, une séance ça va, mais si les séances s'enchaînent, donc 2-3 jours d'affilée, là les douleurs elles vont commencer à augmenter, ok? Pas gênant dans le quotidien à part ça, sauf si elle enchaîne trop les séances, mais la personne doit s'adapter. Et en fait, voilà, ça devient. Le truc, c'est que ça devient un Tetris pour organiser ses semaines entre le travail et la musculation, parce que elle peut s'entraîner que quelques fois pour éviter les douleurs, mais du coup, voilà, le week-end, c'est comme si. Donc en fait, ça la gonfle un petit peu. Ok? Donc les mouvements. Dans le cas clinique, je vous dis que ce qui est intéressant, ok? Le but c'est pas vous raconter tout. Donc les mouvements qui étaient douloureux, on avait le soulevé de terre, le squat, le développé couché, la presse à cuisse. La presse à cuisse, une chose qui était intéressante, c'était que quand elle se mettait en rétroversion au niveau du bassin, flexion lombaire, il n'y avait plus de douleur. Elle pouvait faire la presse sans problème. Ce qui a amélioré aussi, c'était des exercices qui avaient été donnés par ses anciens kinés. Elle en avait vu 3 ou 4, je me rappelle plus. Et les mouvements qu'elle avait gardés, elle, c'était les étirements des fessiers au sol, donc allongés sur le dos, on fait genou-poitrine ou genou-poitrine, mais enfin en croisant, voilà, des étirements comme ça, ou des étirements des ischios de cette manière-là, ok, grosso modo. Ça a amélioré. En fait, en termes de croyances, ce qu'on avait, c'est que c'est une personne qui fait de la musculation, suivait ce qui se disait sur les réseaux, et donc avant ça, donc elle avait des croyances limitantes. Donc en fait, elle pensait qu'elle faisait pas assez attention à son dos, ok, à la salle de muscu, mais aussi dans les mouvements du quotidien. À tel point qu'elle me disait que quand elle faisait la vaisselle ou des choses comme ça, bah, en fait, elle se forçait à rester dos droit, dos bien bien cambré, tout ça, pour pouvoir faire sa vaisselle. Donc elle a suivi le débat sur les réseaux sociaux, donc du dos rond versus dos
droit, enfin voilà. Et pour elle, en fait, elle m'avait clairement dit, en fait, je vais même pas parler de ça, hein, moi je parle pas de ce qui se passe sur les réseaux avec les gens, mais c'est elle qui m'a dit, vu qu'on avait discuté vite fait muscu, elle m'a dit voilà qu'elle avait suivi ça, elle m'a dit, elle, pour elle, le dos rond, c'était même pas envisageable pour elle, c'était forcément problématique, le dos rond. À aucun moment ça pouvait être quelque chose de bénéfique. Donc ça c'était déjà très important et ça renforçait on avait une croyance limitante en fait que le dos rond c'était clairement dangereux. Et il y avait pas là il y avait pas de charge, hein, c'est le dos rond de manière générale, hein. Donc le but aussi c'est de vous donner quelques conseils pendant la vidéo. Donc quand vous entendez une personne qui vous dit par exemple que le dos rond c'est dangereux pendant l'anamnèse, donc on évite les réflexes correcteurs, hein. Ah le dos rond c'est dangereux donc j'en fais pas. Vous dites pas non le dos rond c'est pas dangereux, faut en faire, ok? À ce moment-là, vous laissez parler le patient. Conseil numéro 2. Conseil numéro 3, faut apprendre à bien fermer sa bouche. Ok. Pendant l'anamnèse, vous laissez parler votre patient. Ok. Et on verra après, notamment sur les croyances, et même à rassurer le patient, on le fait pas pendant l'anamnèse. Ok. Ça, je voulais vous le dire sur le deuxième cas clinique. J'espère que je vais pas oublier, j'ai un truc à vous dire là-dessus. Ensuite, de manière générale aussi, commencez pas à sortir des études, ok? Si la personne n'est pas du domaine des études. Par exemple, si la personne vous dit c'est mon arthrose qui me fait mal, et que vous dites non, l'arthrose ça fait pas mal, les études nous le prouvent. Si la personne n'est pas réceptive aux études, commencez pas à sortir des études, ça n'aura aucun impact sur elle. Elle, on lui a dit sûrement que c'était l'arthrose. Elle a mal et elle sent du coup en plus que c'est son arthrose. Il y a des gens ils vont vous dire moi je sens mon arthrose, je sens ma hernie dans mon dos, ils vont vous le dire. Donc ils vivent une expérience dans leur corps. Le seul moyen que vous avez de changer ça, c'est de leur faire vivre une expérience qui contredit ça, ou leur faire prendre, qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse, mais en leur faisant vivre une expérience dans leur corps. Ça sert à rien de sortir 25 000 études, en général, ça va pas marcher. Après, si vous êtes avec quelqu'un qui est qui est dans peut-être un métier scientifique, qui connaît les études scientifiques et tout ça, peut-être que là, ça sera plus parlant. Ça pourra lui parler. Il y a des gens, des fois, eux, ils auront besoin de preuves scientifiques pour euh, changer d'avis. Ça sera un argument de poids pour eux. Mais la plupart des patients, je pense qu'en général, ils en ont rien à faire. Ok. Donc, on corrige pas le patient, on laisse parler le patient, donc on apprend à bien fermer sa bouche, on sort pas les études en général, et pour changer les croyances du patient, on fait vivre une expérience au patient avec son corps, dans son corps, ok? Objectif, alors c'était ça, enfin, donc il y avait un objectif, c'était moins de douleur. Il y a pas mal de patients qui vous demanderont, quand vous leur demanderez des objectifs, moins de douleur. Donc la douleur, c'est du moins. Des fois aussi, on peut leur demander qu'est-ce que vous aimeriez enfin, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter dans votre vie. Voilà, de faire des choses en plus, ça peut être intéressant de leur demander. Et c'était vous pouvoir s'entraîner de manière plus régulière. Ce qui l'embêtait, c'était la douleur. Il y avait aussi des croyances, mais ça on va pas parler dessus aujourd'hui, mais il y avait des croyances que la douleur ça abîmait ses tissus. Donc en fait c'est pour ça qu'elle s'entraînait moins aussi. En vrai, pouvoir s'entraîner de manière plus régulière, peut-être lui faire juste comprendre que ça abîmait pas ses tissus, peut-être qu'avec les mêmes douleurs elle aurait fait ses entraînements et au final l'objectif aurait été accompli aussi. On a fait un travail là-dessus, mais voilà, je voulais me concentrer sur un seul aspect de cette patiente. Donc aussi la question que je pose pour savoir aussi quand est-ce que ça va finir, c'est qu'est-ce qui fait que pour vous, bah, vous n'aurez plus besoin de séances de kiné ou vous aurez plus besoin de moi ou des choses comme ça. Et elle en fait c'était vraiment s'entraîner plusieurs jours d'affilée sans que ça impacte trop les jours suivants. Voilà, elle m'a dit ça une fois que si ça c'est atteint, les séances de kiné, j'ai plus besoin d'en faire. Donc ok. Donc on a une limite parce que des fois, et aussi les objectifs, notez-les. Parce que là, pouvoir s'entraîner, tout ça, il faut le quantifier, ok? Si vous quantifiez pas l'objectif, après en fait il va se diluer, l'objectif il va changer, donc faut le noter, faut le quantifier, et comme ça pouvoir faire les choses après, ok? Enfin pouvoir revenir dessus après. Parce que aussi il y a des patients des fois qui se rendent pas compte qu'ils s'améliorent,
ok? Donc, faut quantifier. Si c'est sur des problèmes de mobilité, prenez des photos. Si, voilà, si c'est sur des choses, par exemple, des patients, avant j'allais courir 10 km et j'avais mal. Et maintenant, ils venaient, ils vont vous dire, vous leur demandez comment ça va, ils disent, oh, ça n'a pas changé, nanana, nanana. Et en fait, ils courent 15 km et ils ont mal au bout de 15, mais eux, ils voient pas la différence. Donc, quantifiez, notez, prenez des photos, prenez des notes. Il faut que les objectifs ils soient clairs et déterminés. Et donc, du coup, en fait, cette patiente, à la fin de la séance, on avait fait que le bilan. Et en gros, je lui ai demandé de se filmer. Et elle s'est filmée sur tous les mouvements qu'on a vus tout à l'heure. Squat, soulevé de terre, jambes tendues, et presse. Ok? Et le développé couché. Le développé couché, c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que quand elle m'a envoyé la photo, et j'avais reconnu un petit peu certains schémas lors de l'anamnèse et chez cette patiente-là, et du coup, j'avais une idée de comment elle faisait son développé couché. Et effectivement, elle, avant de m'envoyer la vidéo, elle m'a dit, purée, j'hésite à te l'envoyer parce que même, je pensais pas que je faisais mon développé couché comme ça. Elle m'a dit, je cambre énormément le dos, je ponte énormément, je m'en rendais même pas compte. Donc, elle m'envoie ça, et ça, moi, je m'y attendais, en fait. J'aurais pu me tromper, hein, mais j'ai reconnu un certain pattern, on va dire, une certaine un certain schéma chez cette personne-là, et du coup, je m'y attendais un petit peu. Donc, pontage plus au bench. Ok? Donc, moi, qu'est-ce que je comprends de tout ça? En fait, c'est que, avec notamment les étirements et le fait que sur la presse ça va mieux quand elle est en flexion lombaire, ce que je comprends, c'est que le dos rond, ça lui fait du bien. Mais que pour elle, en fait, le dos rond, en position de presse, donc en position assise, on va dire, et en position couchée, pour elle, a priori, c'est pas du dos rond. Mais le dos rond debout, par contre, ça, c'est hors de question. Ok? C'est hors de question. Et même quand on parlait de position sur la presse ou des choses comme ça, elle, au début, elle disait jamais dos rond flexion. Même sur la presse, quand elle se mettait en flexion pour aller mieux, elle m'a jamais dit le mot flexion. Elle me disait, je me mets en relâchement, j'enroule le bassin, tous les mots qu'on veut, mais il n'y avait pas dos rond, il n'y avait pas flexion lombaire, il n'y avait pas tous ces mots-là, ok? Donc c'est voilà, c'est pour dire la différence entre ce qu'elle fait vraiment et ce que elle pense qu'elle fait, et la représentation qu'elle a. Donc c'est de la flexion, en position même allongée, assise, comme je dis, mais pour elle, c'est pas de la flexion. Donc ça va, ça c'est la représentation, comment elle voit le dos rond debout, donc c'est horrible, c'est dangereux, voilà. Comment elle voit le dos rond assis allongé, c'est plus du dos rond, ou c'est mignon, c'est pas problématique, voilà. Et en fait, c'est clairement même pas du dos rond, en fait. C'est ça, en fait. Et le but, c'est de faire passer dans sa représentation à elle, le dos rond debout comme ça, à cette vision-là, en fait, que ça nous limite moins dans la rééducation, ces croyances limitantes en fait qui sont peut-être responsables de douleurs persistantes, selon moi à ce moment-là, bah voilà, c'est de les dégager petit à petit. Et donc en fait on regarde les vidéos de la presse ensemble et je lui demande comment elle voit son dos et là c'est vrai qu'elle me dit bah il est en flexion, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, c'est vrai que son dos il est en flexion. Là, j'ai essayé donc le tips numéro 6, c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est le «si je comprends bien», ensuite vous reprenez ce que la personne elle a dit et vous ajoutez une question. Par exemple, si la personne me dit: «Oui, effectivement, j'ai le bas du dos en flexion, et c'est mieux comme ça». Si je comprends bien, vos, votre dos, ça lui fait du bien d'être en flexion, OK? Vous lui dites pas: «Ah, donc la flexion, ça vous fait du bien». En fait, il faut que les changements viennent d'elle. Quand on veut démonter des croyances, si vous allez contre la personne, elle va plutôt se protéger et elle va pas elle va rester ancrée sur sa position. Posez-lui, la question, il faut que le changement vienne d'elle, OK? De la personne que vous avez en face de vous. Donc si je comprends bien, la flexion lombaire, ça vous fait du bien. Et en fait, je voulais lui faire dire que, le dos rond, la flexion lombaire, c'était bon pour elle, mais en fait, c'était pas, ça a pas trop marché, ça a plutôt tourné, autour de la question et j'ai vraiment pas réussi, à lui faire dire, ce que je voulais dire. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a repris
les photos au niveau de la presse et je l'ai prise en photo sur les mouvements où elle était mieux. Et donc, c'était sur les mouvements, notamment d'étirement. Et donc, je lui ai demandé de faire les positions d'étirement et je lui ai demandé si ça dérangeait que je la prenne en photo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est vrai que donc elle était relativement souple, hein, la personne, et du coup, quand elle faisait, par exemple, ses étirements genoux, poitrine et tout ça, bah là, le dos, il était complètement enroulé, ça se voyait. Moi, c'était sur table, je m'étais mis dans un angle en plus où vraiment on voyait que j'avais choisi l'angle pour vraiment qu'on voit le dos, mais complètement enroulé. Et à ce moment-là, entre les étirements, le fait d'avoir vu le bas du dos sur la presse aussi, même si au début ça avait été difficile pour elle, il y a eu quelque chose qui a fait que, ah ouais, peut-être que la flexion, ça peut me faire du bien. Et là où ça a été une chose positive, c'est qu'en fait, à partir de là, elle a bien voulu qu'on passe en position debout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire de la flexion tranquille, ok? Debout, mains sur les cuisses, on fait descendre les mains le long des cuisses, on descend, on remonte, ok? Et ensuite, on a chargé un petit peu, et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a repris les mouvements qui lui faisaient mal, on a mis moins de focus sur la position du dos, et donc on a diminué les charges, forcément, parce que la technique change, donc on change les charges, et puis de toute façon ça aurait été dur, je pense, psychologiquement, pour elle, de garder des charges lourdes et se dire, bon, le dos, on s'en fiche, ok? Mais voilà, il y a eu une chose qui a été difficile, c'est que par exemple, en fait, des fois c'est plus simple. Quand vous avez un bilan neuro positif, là vous vous dites pourquoi c'est plus simple quand on a un bilan neuro positif. Parce que en fait, des fois quand c'est réversible, vous allez, la personne elle va tout de suite elle va voir une différence, elle va se dire ah ouais ok en fait ça me fait du bien. Par exemple, je sais pas sur la flexion dorsale de cheville, vous testez, je sais pas, à droite et vous testez plusieurs fois, ça résiste, ça résiste, ça résiste, vous faites à gauche, un 2 3 vous amenez le pied complètement au sol, il n'y a plus de force, vous faites des mouvements de flexion, vous retestez la force revient, et là, en général, la personne va vous dire ah ouais, franchement, là, je sens une différence, là, j'avais pas de force tout à l'heure, faut forcer à fond, faut y aller vraiment à fond, voilà, et la personne vous dit ah ouais, ouais, là, j'ai senti une différence. Ou alors si, quand vous passez la roulette, il y a de l'hyperalgésie, que ça fait mal, la personne a l'impression que vous lui passez un rasoir, ou que, même, alors, normalement, la roulette, vous sentez juste que ça pique. Mais vous allez voir, des fois, les personnes vont dire que ça fait mal, quand vous passez au niveau des pieds, ils vont crisper les orteils, retirer la jambe si, voilà, ils peuvent sentir du courant électrique. Comme je l'ai dit, il a une sensation qu'on leur coupe la peau au rasoir. Vous faites des flexions lombaires et ça diminue. La personne, elle va, tout de suite, il y a un changement on-off, et derrière, ça va être plus facile d'enchaîner dessus, en fait. Voilà. Là, j'avais vraiment rien au bilan neuro, donc ça c'était dommage. Par contre, à la flexion, au début d'Oron c'était impossible à dire, en parlant un petit peu quelques photos, et après ça a débloqué la situation, donc ça c'était cool. J'aurais pu tomber sur une personne, rien au bilan neuro, et la flexion, c'était niette, et dans ce cas-là, il aurait fallu passer par de la position flexion détournée, ok? Peut-être par exemple augmenter la fréquence des étirements au sol, ou rajouter plutôt des séries de presse, vu que la presse, là pour le coup, et en plus la presse ce qui était assez étonnant, c'est quand je me mets comme ça, donc dos cambré, ça me fait mal, et quand je suis en enroulement de bassin, ça fait moins mal. Ça c'était vraiment, voilà, les patients de toute manière, il y a de l'ambivalence, des fois il va y avoir des choses qui sont pas cohérentes dans le discours. Voilà, et là en fait c'est le dos droit, ça me fait du bien quand je suis debout, mais par contre quand je suis sur la presse, ça me fait du mal. Ah, si je comprends bien, le dos droit, à la presse ça vous fait pas du bien. Ok. Et le dos rond par contre ça, si je comprends bien, ça vous fait du bien. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, et voilà, et ne pas partir sur la flexion en la posant. Pour moi, c'était la flexion qui allait lui faire du bien. Si j'avais imposé la flexion à l'encontre de ses croyances et tout ça, donc en gros, alliance thérapeutique zéro, c'est moi qui sais, toi tu sais pas, tu fais ce que je te dis, quasi sûr et certain, ça aurait pas marché, ok? On n'aurait pas avancé. Donc là, c'était le premier cas clinique, donc c'est pour vous montrer en fait que là, l'importance des croyances limitantes, par quels moyens on est passé pour essayer, voilà, mais comme je vous dis, chaque personne est différente, mais ça c'est un cas que je retrouve souvent. Plus facile quand même quand le bilan neuro est positif et qu'on a un changement on-off pour après pour gagner en fait en alliance thérapeutique, c'est plus simple. Et donc on va passer au deuxième cas clinique. Donc deuxième cas clinique, alors du coup là il nous reste quoi? Il nous reste un cas clinique, le même de la vidéo, et à la fin, pour ceux qui resteront les plus courageux, je ferai une analyse d'un commentaire
pour montrer en 2024, en France, a priori en France, le niveau de rationalité de certains, ok? Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rester jusqu'au bout. Là, autre cas clinique, donc c'est... alors juste, on va parler d'entretien épistémique, questionnement socratique. Alors, l'entretien épistémique, c'est vraiment pour remettre en cause les croyances. C'est un petit peu plus virulent, on va dire. Donc on va parler plutôt de questionnement socratique. Je vous ai mis des références ici pour vous savoir. Voilà, et je vous ai mis cette citation d'une des études ici, je me rappelle plus, je crois que c'est celle-là. Il est important d'essayer d'obtenir du patient ce qu'il pense plutôt que de lui dire ce que les thérapeutes croient qu'il pense. Ok? Et aussi, une chose que je voulais ajouter, c'est que quand une personne vous dit quelque chose, et que cette quelque chose-là, ça peut être interprété de manière subjective, faites-lui dire de manière objective. Ne sous-entendez pas les choses, ok? Il faut que la personne, elle vous le dise de manière concrète, ok? Si vous vous interprétez, vu que vous n'avez pas le même vécu, pas la même expérience et tout ça, vous allez interpréter d'une mauvaise manière. Du moins, vous avez des risques d'interpréter d'une mauvaise manière. Donc là, le contexte, homme de 50 ans qui vient pour une douleur à l'épaule, bon, pareil, on skip l'examen clinique, il n'y avait rien au neuro, au vascu, à l'inflammatoire. Ça, c'est un patient que j'ai eu il y a longtemps, donc niveau drapeau rouge, j'étais peut-être moins balèze, ok? Alors, je vais pas dire que je suis balèze maintenant, mais j'étais nettement moins bon avant. La chose qui revient, c'est les croyances limitantes. En fait, c'était donc douleur à l'épaule, et lui, il m'a sorti l'histoire du conflit sous-acromial avec les tendons qui frottent. Dès qu'on bouge, ça frotte, c'est pour ça que ça fait mal. Faut pas bouger le bras, ok? Donc, première séance, on a fait le bilan et tout ça, et la deuxième, en fait, on est revenu sur ses croyances. J'avais déjà noté à l'anamnèse, effectivement, enfin, lors de l'entretien, qu'il y avait des croyances assez fortes sur ça. Et donc, tips numéro 7, on ne rassure pas avant l'examen clinique, ok? Ça, c'est vraiment une chose importante. Tout à l'heure, on a vu, ah oui, par exemple, pour une hernie, peu importe, j'ai mal au dos, j'ai une hernie. Non, les hernies, souvent c'est asymptomatique, c'est pas ça qui vous fait mal. Donc non, à l'anamnèse, on laisse le patient parler, on commence pas à le rassurer. Déjà le rassurer, c'est déjà un premier pas vers la thérapie, en fait. Et en plus de ça, si vous n'avez pas fait d'examen clinique, vous avez pas en fait, vous savez rien du tout de ce qu'il a. Donc vous n'avez pas commencé à le rassurer. Admettons, le patient qui vient, j'ai mal au dos, c'est normal, j'ai une hernie discale. Et vous commencez à dire, non mais vous inquiétez pas, les hernies discales, dans la majeure partie des cas, c'est asymptomatique, en ce moment c'est peut-être juste votre dos qui est un petit peu sensible, dans la plupart du temps, les maux de dos passent relativement rapidement. Ok, vous le rassurez, vous le rassurez, vous le rassurez, vient l'examen clinique, il a une neuropathie. Vous avez passé 20 minutes à le rassurer, et en fait, juste après, il va falloir lui dire, ah, il y a une neuropathie, donc il va falloir explorer certaines choses. Est-ce que vous êtes diabétique, voilà, des choses comme ça. Ah, peut-être il va falloir refaire un examen complémentaire, j'en sais rien du tout. Mais voilà, donc vous avez passé du temps à le rassurer pour après lui dire, ah non, mais en fait, c'est peut-être pas très bon ce que vous avez. Donc, rassurer au moment de l'examen clinique, ok? Pareil, si à un moment donné, vous demandez au patient, qu'est-ce que vous pensez que vous avez, ou qu'est-ce que vous avez compris que vous aviez, et qui vous dit, je sais pas, et vous en pensez quoi? Tant que vous n'avez pas fait l'examen clinique, vous dites que vous ne savez pas. Vous dites, pour le moment, je sais pas, je vous ai pas examiné, donc je peux pas m'avancer. Ok? On rassure pas, vous ne connaissez pas le patient. Ok? Par exemple, juste pour les problèmes de nerfs, pour reparler de la vidéo juste avant, les neuropathies où on peut avoir des compressions nerveuses ou des choses comme ça, asymptomatiques. Donc il n'y a pas de symptômes, par contre vous aurez les signes à l'examen neuro. Donc commencez pas à rassurer les patients pendant l'anamnèse, ok? L'anamnèse, c'est on écoute, on contredit pas, on rassure pas, on cherche des infos, il faut que le patient il se sente écouté. Surtout que si vous l'écoutez, vous serez peut-être le premier thérapeute, il aura déjà vu son médecin généraliste, peut-être un rhumato, et peut-être que vous serez la première personne à l'écouter de manière active et en lui laissant le temps de s'exprimer. Donc pourquoi... Alors moi à ce moment-là, j'avais donc avec ces fortes croyances-là sur le conflit sous-acromial, je pensais que ça allait nous gêner justement dans la rééducation, avec moins d'attente envers l'actif, même si
Douleurs d'épaule, a priori, quand c'est des douleurs, enfin, les douleurs d'épaule, il faut faire de la kiné, grosso modo, enfin, c'est le traitement qui est préconisé. Si lui, il pense que ça frotte, ça va pas être bon. Il va y avoir de la peur évitement, diminution de l'auto-efficacité. Ah, à chaque fois que j'ai mal, je pince, donc du coup, bah, je fais de moins en moins avec la douleur. Perte de contrôle, parce que du coup, bah, il ah, ça pince, il peut pas empêcher que ça pince, lui, a priori. En tout cas, il a pas les armes, il a pas trouvé. Lui, ce qu'il ressent, c'est la douleur, et la douleur, pour lui, ça pince. C'est tout ce qu'il a. Donc le but, c'est, voilà, son conflit sous-acromial, c'est sa faiblesse, et c'est essayer de le faire comprendre qu'il peut reprendre le dessus sur sa douleur, ok? Et même si la douleur, elle passe pas complètement, s'il comprend que il se blesse pas les tendons, ou des choses comme ça, peut-être que l'auto-efficacité, elle va augmenter, la peur évitement, elle va diminuer, et ces choses-là. Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce qu'en fait j'avais eu un échec flagrant avant ça. Quand j'étais peu de temps après que je sois sorti de l'école, je reçois un patient qui avait entre 70 et 80 ans, un patient âgé. On fait le bilan. Pour moi, c'était un problème de coiffe des rotateurs. Donc du coup, l'exercice était préconisé. Première séance, donc on fait le bilan. Deuxième séance, on commence les exos. Il les fait. Je lui donne des exercices à faire chez lui. Il me dit qu'il les fait. Deuxième séance, on commence les exos. Et en fait, en plein milieu de la séance, il me dit en fait, j'ai une question. Là, je fais des mouvements et tout, mais dis-moi, mes tendons, ils sont abîmés. Est-ce que je suis pas en train de, en les utilisant, de les abîmer encore plus? Et là, je me suis dit, ah ouais, alors là, du coup, faut pas dire, non, non, vous abîmez pas vos tendons, faut faire les mouvements, c'est ça qui va vous aider. Ça, c'est zéro. Si vous dites ça, en fait, vous allez juste aller contre lui, et en fait, vous allez vous affronter sur des choses. Ah oui, mais moi, je sens bien que ça me fait mal, mais je vous dis que ça vous fait pas mal, mais moi, je sens que mes tendons, ils sont en train de lâcher. Vous pouvez pas sentir que c'est mon épaule, je le sais. Enfin, voilà, ça va pas de sens. Donc, en fait, il faut savoir pourquoi lui il pense ça, d'où ça vient cette croyance-là. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, je suis en train de lui faire un traitement. C'était peu de temps après être sorti de l'école, hein. Je fais un traitement et je me dis, mais en fait, je sais même pas, j'ai même pas évalué ce qu'il pense de l'exercice. J'aurais pu faire le meilleur traitement si lui pensait que c'était nul, ça aurait pas avancé. Je me suis dit, c'est quand même dramatique, quoi. Donc, les fois d'après, je me suis intéressé justement à ce que les patients, ils pensaient qu'ils avaient. Donc en gros, on a fait une espèce de, comme je vous ai dit, de questionnement socratique. Je vais vous faire un petit peu la conversation. Euh, donc, donc ce patient-là, celui que j'ai reçu, donc pas celui où je me suis planté, celui-là. Séance suivante, je savais que, pour moi, les croyances que ce patient il avait, et ils allaient nous impacter dans la rééducation, ok? Alors après, ça peut être pour d'autres croyances, hein, ça marche. J'ai fait des vidéos il y a pas longtemps sur le conflit acromial, donc c'est le patient qui m'est revenu, mais ça peut marcher sur la hernie discale, ça peut marcher sur l'arthrose, et c'est vrai que questionner le patient sur les croyances, ça peut être important. Alors après, vous questionnez le patient sur les croyances qui vont vous limiter pendant la rééducation, ok? On commence pas à s'attaquer à toutes les croyances du patient. Si le patient y croit que dans l'espace, il y a une guerre entre des dragons et des lutins, a priori, si ça affecte pas sa rééducation de l'épaule, on laisse croire que dans l'espace, il y a une guerre entre des dragons et des lutins. Ok, bon là je grossis le trait, mais c'est pour dire on s'attaque aux croyances qui vont nous limiter dans la rééducation. Ok, pas plus. Donc je lui demande, le moment de la deuxième séance, je repose la question en fait, qu'est-ce que vous pensez avoir, ou qu'est-ce que vous avez compris que vous aviez. Parce que quand vous avez demandé qu'est-ce que vous pensez avoir, en général, pour certains, ils vont vous dire ce que le médecin leur a dit, ok? Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Et des fois, ils vous répéteront quand même ce que le médecin il dit. Donc lui, c'est simple, c'est simple, mes tendons, ils frottent, il y a moins d'espace, donc quand je lève le bras ou quoi, ça frotte, ça écrase mes tendons et ça me fait mal. Donc du coup, je lui ai demandé d'où venait cette idée, cette compréhension de ce qui se passait dans son épaule. Et donc là, il m'a dit, de mon médecin. Ok? Donc là, après, il y avait deux choses, et je voulais savoir si est-ce qu'il avait compris ça de son médecin, ou est-ce que le médecin avait expliqué les choses explicitement. Donc je lui ai demandé, bah, qu'est-ce que le médecin il vous a expliqué? Et là, il m'explique tout sur le conflit. Vraiment, voilà, l'écrasement, les tendons qui frottent, ça fait mal, nanana, nanana. Donc là, pour moi, j'étais arrivé à un mur, en fait, donc avec le médecin qui avait mis cette croyance-là. Donc soit
j'essaie d'aller là-dedans en essayant de le questionner sur cette croyance. Dans le questionnement aussi, vous pouvez demander sa croyance sur une échelle de 0 à 100, à combien elle est, et après parler, puis voir au bout d'un moment à combien elle descend, sa croyance, si vous arrivez à lui faire changer un petit peu d'avis. Mais là, en fait, le problème, c'était que aller contre cette croyance du conflit, euh, ça allait m'amener à enfin, à m'opposer au médecin, en fait, hein, tout simplement, hein. Là, c'est, ah oui, votre médecin, déboulonner cette croyance, ça aurait été déboulonner le travail du médecin. Donc voilà, ça, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Surtout que si la personne elle a plus de confiance dans son médecin qui connaît depuis longtemps que vous, c'est la première fois qu'il vous voit, ça va pas aider. Donc du coup, j'ai changé les choses, je suis revenu sur cette histoire de bon, les tendons qui frottent, ok. Et donc je lui ai demandé, bah, qu'est-ce que ça implique pour vous justement cette histoire de tendons qui frottent. Bah lui il explique, bah ça me fait mal, et du coup je suis limité dans mon quotidien, euh, parce que bah faut pas que j'use mes tendons quoi. Et donc je lui ai demandé, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous justement pour que ça aille mieux. Et là, il me dit, bah, faut que j'arrête de bouger, parce que comme ça frottera moins. Et du coup, ce patient-là, en fait, alors, quand on reçoit les ordonnances au CAP, j'avoue que les ordonnances, je les lis pas. Déjà, je voudrais les lire, j'y arriverai pas. Mais, mais grosso modo, ce que je regarde, c'est la date de prescription, parce que ça peut m'aider. Et du coup, en fait, je savais que la prescription de l'ordonnance, elle datait d'il y a plusieurs mois. Donc j'ai demandé si c'est ce qu'il avait fait, et il m'a dit oui, et je lui ai dit, mais si, de ce que j'ai compris, ça fait plusieurs mois que vous êtes allé voir votre médecin, donc est-ce que ça fait plusieurs mois que vous avez arrêté de bouger? Il me dit, bah oui, oui, depuis que je suis allé voir mon médecin. Il avait un discours très cohérent, hein, surtout ça, hein. Il avait très bien compris le conflit, s'il bougeait, ça frottait, donc il bougeait pas. Et donc je lui demande, comme je vous l'ai dit, hein, est-ce qu'il a bien mis en place le fait de ne pas bouger et tout ça? Il me dit, ah bah oui, oui, je fais beaucoup moins, je fais très attention, nanana. Et je lui demande, est-ce que c'est mieux? Et il me dit non. Et là, du coup, j'ai pu, j'ai eu la- cette porte entrouverte pour aller dans le A. Donc si je comprends bien, euh, bouger moins, en fait, ça vous a pas aidé. Et il me dit, bah c'est vrai que non, ça va pas mieux. Avec toujours, des fois c'est pire, nanani, nanana. Et donc du coup, je lui ai demandé. Alors là, j'étais plus dans le fait de déboulonner l'histoire du conflit. Je voulais mettre dans sa tête que est-ce que bouger, ça pouvait être quelque chose de possible pour lui, ok? Donc je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de si on arrive à trouver le moyen de bouger cette épaule avec moins de douleur? Et il m'a dit, bah ouais, franchement, ça me plairait bien parce que je suis de plus en plus limité, ma douleur, ça va pas mieux, et bah, c'est incapacitant dans mon quotidien. Alors après, je savais qu'en disant ça, j'ouvrais un peu la boîte de la modulation de symptômes, et je savais que là, il fallait que j'arrive à faire ma modulation de symptômes. Si j'arrivais pas à faire ma modulation de symptômes, ça aurait été compliqué. Je pense que ça aurait été plus compliqué, il aurait fallu que je reparte en arrière, qu'on trouve d'autres moyens, voilà. Donc, on a fait de la modulation de symptômes, ça a plutôt bien marché, et donc du coup, il est reparti avec des exercices pour le début de modulation de symptômes, où le but, en fait, c'était juste de faire plus bouger son bras avec, moins de douleur. Donc c'était vraiment ça l'objectif à ce moment-là. Et je me suis dit que si pendant une semaine ou deux il fait bien ses mouvements, en plus il avait l'air de bien écouter les conseils, s'il faisait bien ses mouvements et qu'il y avait du mieux, dans sa tête il y aurait le ah ok, bouger en fait ça m'a fait du bien, donc je peux faire ça. Mais c'était un patient vraiment qui était très cohérent dans ce qu'il disait. Et des fois par contre vous allez avoir des patients avec un discours qui va être vraiment irrationnel. Et des fois, quand c'est irrationnel et que vous arrivez à faire dire au patient que c'est irrationnel, enfin, vous lui faites pas dire ah oui, ce que j'ai dit c'est irrationnel, c'est juste lui faire comprendre que ce qu'il vous a dit, il y avait des incohérences. Ça peut vous aider. Des patients, ah j'ai mal au dos, j'ai ma hernie, il faut pas que je bouge et tout, et qui vous disent mais quand je fais du tennis, je me sens super bien. Ok. Et donc là, du coup, essayez de rebondir dessus pour qu'il arrive à dire ah ouais, mais en fait, ouais, quand je fais du sport, ça va mieux. Ah, et peut-être qu'il Maintenant que vous le dites, peut-être qu'il faudrait que je fasse plus de sport. Voilà, des choses comme ça. C'est pas... Lui dites pas, faut que ça vienne de lui toujours, ok?
Et donc du coup, bah, on a fait de la modulation de symptômes. Alors juste pour parler de modulation de symptômes, au niveau de l'épaule, quand c'est un problème de coiffe, je fais souvent, les mêmes choses. Mais des trucs ouais, je vais vous le dire là, mais c'est des trucs classiques, hein. La personne, elle lève le bras, elle a mal, vous réduisez le bras de levier, mettre moins de contraintes, on va dire, sur le muscle de l'épaule ou la coiffe des rotateurs. Vous voyez comment c'est. Si on peut serrer le poing et monter, le bras pour activer un peu plus, la coiffe, mettre un élastique autour des poignets, mettre en tension et aller là. Ce qui est d'ailleurs, je crois, il me semble, hein, c'est mieux de mettre la bande autour des poignets, hein. Des fois, on peut faire prendre la bande au niveau des mains et tirer comme ça. A priori, pour l'activation de la coiffe, c'est mieux ici. Je crois vous activerez plus les grands dorsaux ou d'autres muscles comme ça, alors que si vous mettez bien la bande à l'extérieur ici, ça sera vraiment la coiffe. Donc on avait fait de la modulation de symptômes, il était reparti chez lui avec ses exercices, sa fréquence, tout ça, et ça avait été mieux, et après ça s'était très bien passé. Donc voilà pour les deux cas cliniques. Le même de la vidéo, juste pour dire voilà qu'en fait les causes patho-anatomiques, c'est pas c'est des explications, on va dire, qui sont dépassées d'un point de vue neurosciences à l'heure actuelle et qu'il faut arrêter parce qu'en fait ça met des idées dans des patients, voilà. Parce qu'en fait là la question par exemple de la première personne avec le dos rond, elle son histoire c'était pas est-ce que je peux soulever lourd avec le dos rond, c'est que la personne elle avait vraiment peur du dos rond de manière générale, ok. Donc faut faire attention à ça. La vidéo elle est finie, je finis juste avec une analyse de commentaires parce que donc j'aurais juste raconté une petite histoire, mais c'est vraiment pour ceux qui sont curieux. On va parler de rationalité en France en 2024, et sinon bah, pour les autres à la prochaine, et puis pour ceux qui veulent rester, bah, on se retrouve pour la suite maintenant. Donc là va falloir que je raconte un petit peu l'histoire. Donc j'ai fait une vidéo où je remettais en question ce que disait Delavier en fait sur la hernie discale. Cette vidéo-là a été partagée une première fois, puis a été repartagée, et en fait Delavier a posté le post de la personne qui a partagé ma vidéo sur son mur. Donc du coup, vu que j'ai vu que ma vidéo était là-bas, je suis allé voir les commentaires. Alors les commentaires, bon en général c'est des commentaires qui sont peu intelligent, on va dire. Mais il y en a un qui m'a bien étonné. Et justement, c'est ça que je voulais mettre en contraste. C'est on est en France, en 2024. L'école, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, a priori. Et il y a des personnes qui ont un niveau de rationalité euh, qui est égal à zéro ou qui est même inférieur à zéro. En fait, donc bon, j'ai pas mis son. C'est du public, hein, j'aurais pu laisser son pseudo, hein, mais on s'en fiche. Donc, bizarre. Donc en fait, bon, je vous lis le commentaire et après j'explique le reste. Bizarre, ce kiné faisait des vidéos avec Jean Ronche il y a pas si longtemps, il a vrillé ou bien. En fait, déjà, faut comprendre que ma vidéo, il y a plein de gens qui l'ont commenté, mais qui ne l'ont pas regardée. Parce qu'en fait, vu qu'elle a été partagée notamment sur la page de Frédéric Delavier, des gens pensaient que c'était une vidéo qui répondait au débat dos rond versus dos droit, grosso modo. Il y a des personnes qui ont fait des vidéos sur le sujet, sourcées et tout ça, on respecte leur travail, et moi je respecte leur travail, et ma vidéo, on va pas lui faire dire ce qu'elle dit pas, elle ne répond pas à cette question-là. À aucun moment, elle a pour but de parler de dos rond, dos droit, est-ce que c'est bien ou mauvais, ok. Je vous invite à aller la regarder. Donc la personne ne voit pas la vidéo, et elle me classe en fait dans la catégorie pro dos rond à partir de cette vidéo-là, qui, je le répète, ne parle pas de ça. Donc première chose, la personne donne son avis sur quelque chose qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas regardé. Donc, bon, ça c'est les réseaux sociaux, ça c'est pas, ça c'est la base, on va dire. Mais en fait, donc en gros, on va dire que sur un spectre où il y a des gens qui vont vous dire dos rond, il y a aucun problème, et des autres qui vont vous dire non, c'est dos droit, et c'est là qu'il y a aucun problème. Moi, j'ai été classé du côté pro dos rond par cette personne-là. Et en fait, Jean Ronch, lui, il a fait des vidéos où, bah, lui, clairement, il défend le dos droit, OK? Donc, moi, en fait, si je suis du côté du dos rond, je suis en désaccord avec Jean Ronch. Donc, admettons que ma vidéo défende le dos rond, OK? Je rappelle que ce n'est même pas le sujet de la vidéo, hein, mais admettons que, pour l'exercice de pensée, que ma vidéo défende le dos rond. Parce que j'ai fait une vidéo avec Jean Honche il y a quelque temps, je dois être d'accord en tout temps et en tout point avec lui.
Voilà où on en est en termes de raisonnement, et de rationalité en 2024, sur les réseaux sociaux, francophones. Voilà. Alors c'est peut-être pareil dans les autres langues, mais là, on est ici. Voilà où on en est. Donc ça veut dire que si vous avez fait une vidéo avec quelqu'un, ou que vous avez des potes ou de la famille, vous devez être d'accord, en tout temps et en tout point, avec eux. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire, enfin c'était voilà. De temps en temps, si je trouve un commentaire qu'on peut analyser d'un point de vue rationnel et voir à quel point les gens sont irrationnels, je le ferai, voilà. Moi ce niveau de raisonnement, je trouve ça inquiétant, mais d'un autre côté, ça me fait rire aussi. Voilà. Donc on va finir avec cette petite histoire, on va finir cette vidéo et puis, on se dit à la prochaine. Salut.